Honorable député de Manicouagan. Madame la Présidente, prenant en compte les notions ethnologiques qui seront abordées dans le cadre de la présente intervention, il importe de procéder à une mise en contexte balisant l'exercice intellectuel qui vous sera ici proposé. Les derniers mois en Chambre, ainsi que les multiples séances du Comité des affaires aborigènes auxquelles j'ai participé, me permettent aujourd'hui d'ébaucher certaines raisons sous-tendant la quasi-absence d'adhésion populaire aborigène à la dynamique politique canadienne. La passivité historique des Premières Nations face au processus démocratique tel qu'observé en cette Chambre laisse transparaître une volonté de distanciation de la relation utilitaire s'étant graduellement imposée entre les communautés aborigènes et l'organe étatique canadien. Maintenant, si j'insiste sur cette relation utilitaire, c'est bien entendu sous une perspective purement pernicieuse, puisque trop souvent, les enjeux identitaires aborigènes sont utilisés à titre de faire valoir afin de mettre de l'avant une plateforme politique quelconque. Donc, il apparaît en effet que trop souvent, les enjeux socio-culturels des Premières Nations ne sont portés à l'attention du public que sous une optique favorisant les gains mesurés en leur qualité de capital politique par les divers partis siégeant en cette Chambre. Cette perception, bien que teintée de certaines appréhensions aborigènes associées aux manœuvres dolosives appartenant à une époque soi-disant révolue, est principalement alimentée par un fort sentiment d'impuissance face à un système étranger aux réalités sociales telles que vécues au sein des collectivités tribales contemporaines. C'est volontairement que je mets l'emphase sur la notion de collectivité, puisque mon argumentaire s'attarde principalement aux conditions de vie éprouvées par les Indiens vivant sur réserve. Maintenant, si je fais cette distinction avec les Indiens vivant sur et hors réserve, c'est que lors de la dernière séance du comité, une représentante de la Commission des peuples aborigènes est venue nous indiquer qu'il y avait une certaine inéquité et de certaines différences observables entre les conditions de vie éprouvées par les Indiens vivant en domaine urbain, en milieu hors réserve, et ceux vivant sur réserve. Donc, j'appuie sur cette distinction aujourd'hui. Depuis 6 mois déjà, je m'efforce d'introduire mes collègues à une vision culturellement pertinente des matières relevant de la quiddité indienne, ponctuant nos débats et travaux parlementaires. Cette pratique m'a, entre autres, amené à commenter certaines sorties de mes collègues portant sur des matières identitaires telles l'accès au logement et l'accès aux services essentiels auprès de réserves éloignées au pays. Si j'introduis cette notion aujourd'hui, c'est bien entendu en lien avec la sortie de mon collègue qui m'a précédé, qui m'a fait parvenir au début de la semaine un communiqué portant sur la situation telle que vécue par les membres de la communauté d'Antoine-Peshkat. D'entrée de jeu, il nous indiquait que les aborigènes vivant dans cette communauté en sont réduits aujourd'hui à vivre dans un campement. Donc, je lui indiquais un peu à la blague, c'est un peu la façon inno de détourner des sujets et de faire baisser un peu la pression. Je lui ai indiqué à ce moment-là que les communautés aborigènes ont vécu dans des campements pendant 30 000 ans. Rien de neuf sous le soleil. Par contre, ce qui est déplorable, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas un choix qui s'offre à ces communautés-là et c'est quelque chose qui leur est imposé par la force des choses. Et en 2011, à mon sens, c'est une situation qui est déplorable puisque l'accès aux services essentiels, ça doit d'être une garantie qui va de pair avec la notion de citoyen canadien. Il est parfois sage de réduire certains raisonnements à leur plus simple expression. C'est une des tactiques et une des particularités de ma nation, c'est-à-dire qu'on essaie toujours de revenir à un raisonnement traditionnel face à une situation problématique. Et souvent, on trouve des solutions à des positions inconfortables vécues dans la communauté. Cette vision, qui est propre à ma communauté d'origine, est d'une utilité sans égale lors de l'analyse des solutions s'offrant aux problématiques éprouvées au quotidien de la nation Innu. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle nous soumettons nombre de questions aux aînés qui se chargent de transposer une vision traditionnelle aux questions identitaires et contentieuses.
Lorsque je parle de contentieux, bien entendu, c'est des situations qui opposent certains membres de la communauté entre eux. On avait un processus par le passé qui s'appelait le processus émulatoire, et c'était un peu l'administration de la justice dans la communauté, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait des différends, les gens... c'est un peu de la confrontation et adversariale, mais ça règle bien des choses en bout de ligne. Les gens se disent ouvertement la problématique et souvent on trouve une solution avec de la concertation à l'intérieur du milieu. Ceci étant dit, même les détenteurs du savoir ancestral, à savoir les aînés, au sein de ma communauté d'origine, savent pertinemment que l'on ne peut valablement faire abstraction des réalités socio-économiques modernes lors de l'analyse des conditions de vie éprouvées par les membres de la bande. C'est pourquoi je ne peux qu'acquiescer à l'argument présenté par mes collègues à l'effet que l'accès à des commodités de base, telles l'accès à l'eau courante, potable de surcroît, est une des garanties intrinsèquement reliées au statut de citoyen canadien. Le simple fait de considérer que près de 2000 résidences aborigènes au pays n'ont tout simplement pas accès à l'eau courante nous permet de cerner l'urgence de la situation. Cet état de fait justifie à lui seul l'action concertée des acteurs étatiques afin de pallier avec cette matière d'intérêt national. Nul besoin de préciser qu'il est du devoir de notre État de veiller à ce que la dignité humaine soit préservée au pays. En ce sens, et en vertu du droit international, il est admis que l'accès à l'eau potable est un impératif et un prérequis à l'exercice des droits humains. Parce que sans eau potable, l'exercice des droits humains est assez difficile puisqu'il n'y aura pas d'humains en bout de ligne après 2 ou 3 jours. Donc, abondant en ce sens, j'orienterai mon discours afin de mettre en relief les pratiques de l'industrie affectant de manière spécifique l'intégrité des ressources hydriques au sein des communautés éloignées au pays. Les activités de prospection et d'exploitation minière au nord du 50e parallèle constituent une menace significative de contamination des nappes phréatiques vitales aux communautés isolées ne disposant que de ressources limitées en matière d'accès à l'eau potable. Si, encore là, j'aborde les matières sous le point de vue du 50e parallèle, c'est que c'est pertinent du point de vue culturel et de la réalité de laquelle je suis issu. C'est-à-dire que nombre d'initiatives d'exploitation des ressources du territoire sont orientées vers le 50e et le nord du 50e parallèle à l'heure actuelle et l'histoire nous enseigne et les faits sont les suivants, c'est que ces territoires-là sont occupés en grande majorité par des communautés aborigènes éloignées et coupées du reste du monde. Si j'insiste sur cet aspect encore méconnu de l'incidence délétère des pratiques industrielles sur les conditions de vie des communautés aborigènes, c'est qu'un nombre d'occurrences d'atteinte et de détérioration des ressources hydriques des Premières Nations sont portées à mon attention dans le cadre de mes fonctions. Je dois d'ailleurs me déplacer à Kitigan-Zibi au courant de la fin de semaine afin de répondre à des préoccupations citoyennes avec un de mes collègues qui est directement concerné puisque c'est dans son riding. Donc voilà, je pourrai jeter une lumière et faire le point sur la situation à mon retour. Si j'insiste, voilà. Donc, ma courte expérience au sein de ce Parlement me permet de considérer que la conjoncture politique et économique actuelle est favorable à l'extraction aveugle des ressources minérales en région éloignée. Ce lourd constat est couplé au dessein d'une industrie plénipotentiaire faisant fi du concept de responsabilité sociale corporative en raison de l'isolement des cellules sociales présentes au nord du 50e parallèle. Madame la Présidente, cette allocution se veut un gage de ma vigilance à l'endroit des pratiques de l'industrie sur les territoires traditionnels des Premières Nations. L'atteinte à l'intégrité des ressources hydriques s'offrant aux communautés isolées ne représente qu'une seule facette des incidences néfastes associées à la primauté des intérêts économiques perceptibles au pays. Soyez assurés que j'emploierai tous les moyens à ma disposition afin que les considérations sociales et environnementales viennent pondérer les initiatives mises de l'avant par un gouvernement qui, par aveuglement volontaire, alimenté par des considérations purement mercantiles, contribue à la déroute et à la perdition de la nation. Questions and comments? Questions et observations?
L'honorable député de Beauharnois, de Salaberry-Beauharnois ou Beauharnois-Salaberry. Je m'excuse. Merci, Madame la Présidente, et j'apprécie grandement les exemples concrets que mon collègue vient juste de nous expliquer. Il nous fait toujours des discours qui sont très à l'image de sa communauté. Et puis, je voulais savoir, justement, en fait, mon collègue a touché le point du fait que les gouvernements ne reconnaissent pas la pertinence de travailler de concert avec l'Assemblée des Premières Nations. Et d'ailleurs, en 2010, le gouvernement, le premier ministre s'est abstenu de voter sur pour reconnaître à l'Assemblée nationale des Premières Nations le droit à l'eau et à l'assainissement des eaux. Et davantage, on parle aussi de la qualité de l'eau. Donc, en plus de nuire à la santé des Premières Nations, ça fait en sorte que les décisions du gouvernement conservateur nuisent aussi à l'environnement, dans le sens où Environnement Canada a été coupé de façon flagrante cette année, et donc ça va diminuer la façon de surveiller la qualité de l'eau potable, en plus des infrastructures qui vont être créées au niveau de l'industrie. Quelle est l'impression que ça laisse à mon collègue? L'honorable député de Manicouagan. Je remercie ma collègue de sa question. Maintenant, si les considérations soulevées et les préoccupations soulevées par l'APNQL, parce que je vais parler du Québec et Labrador, ne sont pas prises en compte par le gouvernement, sachez que je suis tout oui et que les gens du NPD le sont tout autant, puisqu'à la dernière rencontre qu'on a eue avec cette organisation, les matières d'intégrité des ressources et des nappes phréatiques ont été mises de l'avant, et avec le chef Picard, ces matières-là ont été abordées directement, et les autres chefs qui font partie de cette organisation nous ont aussi fait part de leurs préoccupations, et on s'attarde à cette problématique à l'heure actuelle, notamment pour ce qui est de l'incidence du gaz radon et de sa présence dans les nappes phréatiques. Question et observation. De Saint-Léonard-Saint-Michel. Merci, Mme la Présidente. En 2004, sous l'ancien gouvernement libéral, on avait un accord qui s'appelle l'accord de Kelowna. C'était un accord qu'on avait les différents paliers de gouvernement qui étaient d'accord, et on avait les communautés autochtones qui aussi étaient d'accord avec cette entente. Et je pense si le présent gouvernement aura respecté l'attente de Kelowna, est-ce que les communautés auront bénéficié aujourd'hui de cette attente, et est-ce qu'on ne serait pas en meilleur sort qu'on est aujourd'hui? Je vous laisse les commentaires du député. L'honorable député de Manicouagan. Je remercie mon confrère pour sa question. Maintenant, l'accord spécifique auquel vous référez n'a pas été porté à mon attention. Il faut comprendre que je suis tout nouveau à la Chambre. Par contre, on peut considérer qu'il y a eu fort certainement du laxisme de l'autre côté de la Chambre, puisque cette situation n'a été aucunement remédiée et que ça date pas d'hier non plus. Cette atteinte-là et la qualité de l'eau dans les communautés éloignées est remontée à la surface dans les journaux depuis déjà plusieurs années, et jusqu'à maintenant, je ne vois aucune mesure mise de l'avant afin de pallier à cette problématique, et l'industrie est toujours fortement présente dans les régions éloignées et ne contribue en rien avec les forages à améliorer le sort de ces communautés-là, et encore moins améliorer la qualité des eaux des bassins et des nappes phréatiques. Je vous soumets le tout. Merci. Questions and comments, questions et commentaires. Une brève question, il ne reste qu'une minute. L'honorable député de la Salle-et-Marne. J'aimerais tout d'abord féliciter mon collègue de Manicouagan pour un exposé absolument incroyable qui a vraiment apporté beaucoup de lumière sur toute la question. J'aimerais tout simplement lui demander comment il entrevoit les solutions pour les enjeux qu'il a présentés lors de son allocution. L'honorable député de Manicouagan. 30 secondes. Je remercie ma collègue pour sa question. Maintenant, ces enjeux font partie du quotidien lorsque je retourne à Ouachat. C'est quand même 15 heures de route à partir d'Ottawa, donc je ne peux y retourner aussi souvent que je le voudrais. Par contre, cette situation concernant encore là les ressources hydriques des communautés
était une part de l'actualité encore tout récemment près de cette île avec l'exploration dans le domaine de l'uranium. Et on a la même situation sur la Basse-Côte-Nord. C'est souvent relié, par chez moi, je dirais que c'est souvent relié aux activités minières et aux activités de prospection et prospection minière. Maintenant, à mon sens, c'est des matières qui vont être encore là appelées à être débattues au cours des prochaines années puisque la situation ne s'améliore guère et que je ne constate aucune mesure proactive mise de l'avant afin de remédier à cette situation. Resuming debate, the honorable member. Reprise du débat.